Je sais que vous avez très envie qu'on dise encore du mal de la primaire populaire. Et je vous rassure, on va le faire. Mais bon, comme cette primaire de gauche imposée par des inconnus pose des myriades de problèmes et a révélé au cours du temps une grande quantité de choses louches, ça a commencé avec les sitting cringe et le harcèlement de rue. Ensuite, il y a eu la question des financements d'origine inconnue. Au mois de janvier, le fait que ces organisateurs sortis de nulle part s'engagent à pourrir la vie et à harceler les candidats qui auraient refusé de respecter le résultat de leur primaire. Et puis, globalement, le fait que les candidats n'aient pas demandé à l'être, et pour certains aient même refusé d'y paraître. Globalement, que cette primaire n'ait aucune forme de légitimité, et ne soit donc de fait pas une primaire. Bref, tous ces sujets, il y a beaucoup de personnes qui s'en sont emparées, et qui les ont dézingués de manière pertinente et parfois très drôle. Non mais t'as vu ce qui s'est passé là ? Non mais Mélenchon il a trouvé une tête de cheval dans son lit chez lui. C'est pas vrai. Bah si, il y avait un message dessus, c'était marqué « Si tu rejoins pas la primaire populaire, la prochaine fois on sabote ton meeting olfactif ». Mais je sais que ça ferait du bien à tout le monde qu'on tire encore un peu sur l'ambulance. Alors j'ai mené ma petite enquête sur un aspect bien particulier de cette primaire. Le fait que pour voter pour la providentielle Taubira, il faille une carte bancaire. Ici, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance. Alors, la primaire populaire, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, elle avait pour but d'unir tous les candidats de gauche à l'élection présidentielle de 2022, pour éviter qu'on soit 18 à partir chacun de notre côté pour récolter 3%, d'autant que le butin à partager est particulièrement maigre ces temps-ci. En gros, le but, c'était d'avoir un candidat commun à gauche. Sauf que les négociations, elles ont tourné court, et qu'aucun des gros candidats, ni Mélenchon, ni Hidalgo, ni Jadot, Hidalgo, gros candidat, n'a souhaité participer à ce scrutin en ligne qui se tiendra entre le 27 et le 30 janvier. Seule Christiane Taubira a flairé le bon coup et a décidé de déclarer sa candidature, en espérant qu'une éventuelle victoire à cette primaire populaire lui donne la légitimité pour être un candidat supplémentaire à l'élection. Si c'est toujours pas clair pour vous, c'est normal, parce que c'est pas clair du tout. Mais pour résumer, le but c'était d'unir la gauche et d'avoir un candidat commun. Le résultat, ça aurait été de monter encore plus les partis les uns contre les autres et de rajouter une nouvelle candidate au pool de candidats de gauche. Franchement, chapeau. Et du coup, par curiosité, j'ai décidé d'essayer de m'inscrire à cette primaire populaire, parce que j'avais jamais participé à un scrutin en ligne. On sait que les votes en ligne, si c'est fait à la one again, ça donne souvent des trucs rigolos, parce que c'est facile à détourner. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en 2010, un concours qui visait à décider de la prochaine destination du chanteur Justin Bieber avait décidé d'envoyer le mec en Corée du Nord. Moi je trouve ça rigolo. Bon, du coup, pour l'inscription, on me demande une adresse mail. Ça va, pas de problème, j'en ai des dizaines. Ensuite, on me demande mon nom et mon prénom, allez, vas-y, je les donne. Mon numéro de téléphone, là, je commence un peu à tiquer, mais c'est vrai que c'est nécessaire pour la double authentification. Et après cet ultime effort, les mecs me demandent carrément mon numéro de carte bancaire. Quand bien même le vote serait gratuit. Ça veut dire que c'est même pas pour faire un paiement, hein. La CB, elle est là pour justifier de mon identité. Le premier choc profond passé, qu'une organisation de gauche me demande un moyen de paiement pour justifier de mon existence, j'avais vraiment pas confiance, déjà parce que 1, le site avait pas l'air très safe, quand on rentrait son mot de passe il apparaissait en clair, niveau sécu c'est du n'importe quoi, et parce que 2, depuis quand une carte bancaire c'est une preuve d'identité. Alors, on va parler d'identité sur le net, mais avant, écoutons un peu ce que les organisateurs de la primaire populaire ont comme justification pour cette drôle d'exigence. Nous avons fait expertisé par un expert indépendant, bien entendu, la plateforme avant qu'elle soit lancée. Pour que la plateforme passe l'ensemble des contrôles de l'expert et que le vote soit fiable, on a besoin de 3 moyens de contrôle. Le premier, c'est le numéro de téléphone portable. Le deuxième, c'est une adresse mail individuelle. Et la troisième, c'est de posséder une carte bleue française. Pour les autres primaires qui ont eu lieu cette année, la primaire écologiste ou la primaire des Républicains, le vote était payant. Et du coup, les personnes qui s'inscrivaient ne voyaient pas qu'en réalité, la carte bleue était aussi un des piliers majeurs de la sécurisation du vote. Bon, donc selon madame, ce serait un expert indépendant qui leur aurait dit que pour justifier d'un vote en ligne, il faut un numéro de carte bleue. Et cet expert indépendant, il est pas censé décider un peu comme ça lui vient, comme ça lui plaît. En France, on a un gendarme numérique qui s'appelle la CNIL, Commission Nationale Informatique et Liberté. Elle a été fondée en 1978, c'est une autorité indépendante et elle est censée s'assurer que l'informatique reste bien au service des citoyens et surtout qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de l'homme ou aux libertés individuelles. Et c'est donc la CNIL qui va indiquer à l'expert ce qu'il doit penser et donc recommander. Amusons-nous un peu et allons voir sur le site de la CNIL si elle demande bien une carte bancaire pour un vote en ligne. Honnêtement, la CNIL, ils font plutôt bien leur taf en général pour protéger nos données, même si les institutions gouvernementales ont tendance à s'asseoir sur leurs recommandations quand elles ne sont pas restrictives. En l'occurrence, pour ce qui s'agit du vote en ligne, la CNIL fait plusieurs recommandations en fonction du niveau de sécurité. Vu qu'on est sur une élection qui rassemble plus de 400 000 inscrits de manière nationale et avec un impact politique que les organisateurs espèrent majeur, on va se trouver au plus haut des niveaux de sécurité de l'échelle, le niveau 3. On comprend assez facilement que vu l'ampleur de l'événement, les personnes qui votent doivent être uniques, réelles, et surtout qu'elles soient légitimes à participer au suffrage.
Pour éviter par exemple que des trolls placent Éric Zemmour à la tête d'une union de la gauche, ou qu'un candidat pousse ses militants à créer de multiples comptes ou à recruter carrément en Côte d'Ivoire ou aux Philippines. Pour éviter ces scénarios, la CNIL propose 2 solutions différentes. La solution 1, les lecteurs s'authentifient à l'aide d'un certificat électronique choisi et utilisé conformément aux préconisations du RGS. Alors ça, c'est le truc le plus sécurisé. Le RGS, c'est le référentiel général de sécurité qui permet de créer une véritable identité numérique qu'on peut utiliser un peu partout pour certifier qu'on est bien la personne qu'on prétend être. Le RGS contient lui-même plusieurs niveaux de sécurisation, de faible à élevé, mais dans aucun de ces niveaux, on retrouve la carte bancaire. Bon, alors on se dit sûrement que la carte bancaire c'est dans la solution 2, alors on va regarder la solution 2. Les lecteurs s'authentifient à l'aide d'un couple identifiant et mot de passe personnel qui lui a été remis de manière sécurisée avec 2 canaux séparés, donc par exemple le mail et le numéro de téléphone, et répond à une question défi-réponse non triviale. Donc en gros, on crée un compte et il est sécurisé grâce à la double authentification. Mais je vois toujours pas de rapport avec la carte bleue. Pourtant, les mecs de la Première Populaire, ils ont bien dit que c'était pour satisfaire les demandes de la CNIL qu'ils ont ajouté cette exigence. Peut-être c'est nous qui sommes bêtes, hein. On sait pas lire entre les lignes. Ils ont payé un expert indépendant, hein. La CB, c'était sûrement la seule manière d'appliquer les recommandations de la CNIL. Ils avaient pas le choix, ils ont été contraints. Sauf que, bah non. Après avoir été contacté par le média Next Impact, qui est spécialisé dans les questions numériques, le CNIL a tout simplement répondu que c'était un gros mytho de la part de la Première Populaire. Le CNIL n'a jamais imposé ou recommandé de collecter le numéro de carte bancaire dans un tel contexte. Le secrétaire adjoint du CNIL va même comparer cette étrangeté à des votes qui ont eu lieu précédemment en ligne, avec notamment la primaire écolo et le congrès Les Républicains. Si la collecte du numéro de carte bancaire a pu apparaître conforme à la législation sur la protection des données dans le cadre de précédentes primaires, c'est parce qu'il fallait verser une somme, souvent symbolique, pour participer aux primaires en question. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Et c'est pas fini, hein, puisqu'après avoir démonté leur argumentaire sur de soi-disant recommandations, notre secrétaire de la CNIL, il va carrément dire que c'était une grosse connerie de faire ça. La recherche d'une solution permettant de lutter contre la fraude doit se faire dans le respect de la protection des données. Il est notamment nécessaire que les données collectées soient pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont utilisées. Par ailleurs, la CNIL va relever que le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des personnes souhaitant s'inscrire à la primaire sont déjà collectés et que leur utilisation pour limiter les risques de fraude apparaît suffisante et proportionnée. Ben ouais, la CNIL, elle est aussi là pour réguler la gestion des données personnelles, et elle applique à la lettre ce qu'on appelle le principe de minimisation. Toujours faire en sorte que le minimum des données personnelles soit exigible par les acteurs du numérique. Donc non seulement la primaire Pop ment en disant que c'est le CNIL qui lui demande de réclamer une carte bancaire, mais en plus elle va carrément à contre-courant des recommandations sur le principe de minimisation. Maintenant, il faut bien dire que c'est une tendance qu'on retrouve partout sur internet, avec toujours plus d'exigences par rapport à notre identité. Par exemple sur Facebook, autrefois j'avais une page d'actualité qui faisait des petites vidéos sur l'actu, et qui avait dépassé les 100 000 abonnés, et qui faisait régulièrement plusieurs millions de vues par semaine. Et ben Facebook m'a dit que vu l'audience que j'avais, j'étais obligé de certifier mon identité en leur donnant ma carte nationale d'identité. Le problème, c'est que mon compte Facebook, il avait un pseudonyme. Donc non seulement j'aurais pas été très chaud pour leur scanner mes papiers, mais en fait je pouvais même pas parce que le nom il collait pas quoi. Donc j'ai perdu les accès à la page. Après la bonne nouvelle, c'est que la fin de ce projet a permis la naissance de la chaîne sortie d'usine. Le truc, c'est que c'est pas qu'une tendance qui est poussée par les GAFAM. Le 14 octobre dernier, un sénateur Les Républicains a déposé un projet de loi faisant de la certification de l'identité un préalable avant de s'inscrire sur les réseaux sociaux, avec un effet rétroactif à tous les utilisateurs déjà inscrits. Mais le mec n'est pas tout seul à vouloir réguler sur internet. Jean Castex en 2019, il comparait carrément l'anonymat sur internet au régime de Vichy. Ouais, tout simplement. Y a aucune honte. Le grand Manu lui-même plaidait pour une levée de l'anonymat en ligne, mais ce sera sûrement pour le prochain quinquennat. Mais alors c'est quoi les raisons exactement qu'avancent ces pourfendeurs de l'internet sans visage ? La justification qui est au cœur du projet, c'est le harcèlement en ligne. Affaire Mila, Ligue du LOL, campagne de harcèlement d'antivax ou de pro-Zemmour, il y a pléthore d'exemples qui montrent que c'est un vrai problème aujourd'hui. En revanche, il n'y a rien qui montre que certifier son identité, ce soit une vraie solution à ce problème. Comme j'en parlais l'autre jour avec un ami, il y a des mecs dans ses commentaires qui profèrent carrément des menaces de mort, avec leur vrai nom et prénom. Ils prennent même pas la peine de se cacher. Et sur Facebook, on peut voir un peu la même chose, les Tati Josiane qui insultent les chanteurs à l'Eurovision, ou Papy Régis qui sans pression poste des commentaires sur les attributs mammaires de la meilleure amie de sa petite fille. Encore pire, même sur LinkedIn, où les gens sont censés faire un petit peu plus attention à leur image, puisque c'est quand même leur carrière qui est en jeu, les gens déversent racisme, sexisme et autres positions outrancières et pénalement répréhensibles, sans se soucier des liens directs avec leur nom, prénom, poste, entreprise, localité, etc. Peut-être que c'est bon pour le business, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est pas le fait d'être anonyme qui va provoquer le harcèlement en ligne.
Félix Tréguet, chercheur CNRS et contributeur à la Quadrature du Net, rappelle notamment que l'anonymat constitue un droit associé à la liberté d'expression et de communication et au droit à la vie privée. Il est reconnu comme tel au niveau international, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc déjà, voilà, l'anonymat ça sert pas uniquement à insulter Bilal Hassani. C'est intimement lié à la liberté d'expression et à la lutte politique, et on a notamment pu le voir avec les printemps arabes. Autre côté négatif, et c'est un truc qu'on a déjà traité avec la vidéo sur Élise ou dans la vidéo sur les algorithmes, mais associer son identité réelle avec son identité numérique, c'est donner encore plus de nourriture aux algorithmes prédictifs. Ce dont nous protège partiellement l'anonymat. Mais en réalité, vous savez quoi, depuis le début, on fait que dire anonymat, mais c'est un abus de langage. En fait, l'anonymat n'existe déjà pas sur internet. Il faudrait plutôt parler de pseudonymat. Ben ouais, parce qu'en fait, même si vous écrivez pas avec votre vrai nom, avec votre adresse IP, votre fournisseur d'accès, on peut toujours remonter à vous. Si vous utilisez des VPN ou d'autres trucs pour cacher qui vous êtes, je ferai pas de promo NordVPN. Dites-vous que finalement ça rend juste la tâche plus difficile, mais qu'on peut toujours le faire. Il n'y a pas d'impunité sur le net, d'ailleurs des cyberharceleurs sont régulièrement inculpés, même si le taux d'inculpation est très faible par rapport au taux de harcèlement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en vrai, on peut toujours retrouver l'auteur d'un délit. Le pseudonymat ne le protège pas. Alors du coup, pourquoi s'attaquer à cette question? Est-ce que c'est juste un truc électoral? Il faut voir que le pseudonymat, ça permet quand même quelque chose. Pour savoir qui est derrière un tweet, il y a tout un travail à fournir, une enquête en fait. Et ça, on ne peut pas le généraliser à tout le contenu, ce serait beaucoup trop de travail. On prend le contenu, on analyse la problématique, et si c'est nécessaire, on lève le pseudonymat. Ça veut dire que concrètement, si je voulais surveiller quelqu'un, un journaliste opposant au pouvoir par exemple, et que le mec écrivait sous différents pseudos, pour savoir à peu près tout ce qu'il fait, il faudrait que j'analyse tout le contenu en permanence, pour pouvoir rattacher tout ce qu'il a dit à son identité. Vu la quantité de contenu qui est posté par seconde sur internet, vous vous rendez bien compte que c'est complètement impossible. Donc le pseudonymat protège de la surveillance. En interdisant le pseudonymat, on gagne quasiment rien sur le cyberharcèlement. Par contre, on ouvre la porte à la surveillance de masse. Et pour le coup, c'est pas simplement l'État qui pourra le faire, hein, c'est toute personne qui a une frappe de force suffisante pour scruter une partie de l'internet. Passer du pseudonymat à l'identifié certifié partout, c'est un peu comme si on passait d'un système où quand un délit est commis, on fait une enquête pour trouver le coupable, à un système où on installerait des webcams partout, dans toutes les rues, dans toutes les pièces de toutes les maisons, et qu'en plus on diffusait le flux vidéo partout de tout le monde sur des sites internet, en les rendant accessibles à tous. Rien que de le dire, j'ai des frissons d'angoisse. Et le pire, c'est que ce flux, en fait, il sert à peu près à personne, à part à des personnes mal intentionnées. Mettre fin au pseudonymat sur internet, c'est offrir nos vies numériques, dont les frontières avec nos vies réelles deviennent de plus en plus fines, sur un plateau à tous ceux qui voudraient nous surveiller. Que ce soit une police secrète, Papy Régis qui veut stalker l'ami de sa petite fille, ou des cyberharceleurs qui veulent compiler toute la vie en ligne de leurs victimes pour mieux s'en prendre à elles. Alors, je suis pas là pour jouer les prophètes de l'apocalypse. C'est juste pour dire que le pseudonymat, il protège tout un chacun de la surveillance sans donner l'impunité à ceux qui commettent des délits. Aujourd'hui, on peut aisément soulever le masque de ceux qui utilisent le net pour faire souffrir leurs prochains et laisser à tous les autres la protection de leur pseudonyme. Si on obligeait tout le monde à circuler visage découvert, on ne ferait que faciliter la vie à ceux qui veulent nuire. Dans un tel univers, les seuls qui seraient à l'abri de cette surveillance, ce seraient ceux qui sont pas sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont même pas internet. Ceux qui n'auront pas la chance de voter Taubira à la primaire populaire. Ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner parce qu'ils n'ont tout simplement pas accès à Doctolib ou à Vitmados. Je vous avais promis qu'on parlerait de fracture numérique, et ce sera dans la prochaine vidéo de cette petite série sur la démocratie numérique. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'était Alcide pour Sortie d'usine. Ciao.